retour au webinaire sur un sujet qu'on a voulu volontairement un peu cash sur ce qu'on estimait être la disparition des OPCVM, mais on va voir qu'on va être finalement plus nuancé que cela. Je voudrais juste avoir la confirmation que la connexion est OK pour vous en me faisant par exemple un petit message à droite dans le chat pour être sûr que vous m'entendez correctement. Bon, alors, écoutez, voilà, je voulais partager un peu avec vous les réflexions qu'on a pu avoir durant ce confinement. On a essayé de faire un pas en arrière et de regarder le paysage de la gestion collective. Et on est arrivé à une conclusion assez agressive, qui est que si finalement les forces de marché, les forces de la concurrence s'exprimaient librement, alors la structure OPCVM devait disparaître. Alors, bien évidemment, ça paraît un peu cash, et je voudrais nuancer, et pour expliquer aussi que c'est un sujet qui est totalement déconnecté du sujet de la gestion passive versus gestion active. D'abord, il faut se rappeler un peu que les ETF, au départ, sont nés comme un outil de gestion passive, puisque l'histoire des ETF démarre avec le fondateur de Vanguard, qui avait la volonté absolument de répliquer un indice, parce que c'était un partisan du schéma de pensée que la gestion passive ne peut pas être battue par la gestion active de manière durable. Et effectivement, aujourd'hui, les utilisateurs d'ETF sont souvent ceux qui sont des déçus de la gestion active par les frais, par la sous-performance régulière. Et la révolution vraiment ETF, alors je ne vais pas vous remontrer ce que je montre régulièrement, c'est-à-dire les flux et les actifs, la décollecte sur les mutual funds, la collecte sur les ETF. Je voulais vous montrer ça d'une manière un peu plus originale cette fois-ci. J'ai pris le comportement en bourse. Alors c'est bien parce que la valeur d'une action, c'est les investisseurs qui l'a fait, et donc c'est les professionnels quelque part qui votent eux aussi pour ce qu'ils pensent être la gestion la plus, comment dire, celle qui a le meilleur avenir devant elle. Alors à travers un comportement de cours boursier, j'ai mis donc aux États-Unis le graphique de BlackRock, donc le numéro 1 mondial des ETF avec la marque iShares. J'ai mis le moment où ça a été racheté. Et puis deux gérants actifs que sont T. Rowe Price et Legg Mason. Donc on voit un comportement qui n'est juste rien à voir. Et l'autre façon dont je voulais vous montrer les choses, c'est en termes de valorisation. La valorisation à travers le price earning de BlackRock. J'ai mis, alors c'est pas tout à fait la même échelle, mais j'ai mis une petite barre bleue pour mettre une référence commune qui est à 15 ici et qui est à 15 là. Donc on voit que le PE de BlackRock a quasiment toujours été au-dessus de 15, et le PE de Legg Mason, à part cet artefact, a toujours été inférieur à 15. C'est donc quelque part qu'il y a une croyance même au niveau des investisseurs qui font du stock picking que l'avenir de BlackRock est plus radieux que l'avenir de Legg Mason. Voilà. Mais pour revenir sur cette relation entre les OPCVM et les ETF, et je le répète, c'est important, il faut distinguer la comparaison entre finalement ce qui est juste deux enveloppes de cotation, OPCVM et ETF, et gestion active, gestion passive. Parce que cette enveloppe de cotation OPCVM permet de coter de la gestion active classiquement, mais et vous le savez bien, permet de coter également de la gestion passive. On en parle peu, ça fait peu la une de la presse, mais au départ, il y avait quand même beaucoup de fonds, et il y a encore des actifs très importants sur des OPCVM non ETF de gestion passive. Je fais là aussi une petite parenthèse. J'emploie un abus de langage de ma part,
ETF et OPCVM pour bien distinguer les deux outils, mais d'un point de vue strictement juridique, l'ETF est un OPCVM. Mais je continuerai à appeler OPCVM tout ce qui est gestion collective non ETF. Et donc finalement, on a deux modes de cotation, d'échange d'un véhicule collectif à travers le PCVM qui impose des règles de diversification, de ségrégation des actifs, de mutualisation des risques. Alors, de non-transparence des positions, tout simplement parce que c'est pas imposé par la structure au PCVM, mais les gérants actifs, en général, ne publient pas quotidiennement la composition de leurs fonds. En général, ils le font de manière mensuelle ou trimestrielle, et la plupart du temps de façon incomplète, de façon à pas être copiée. La structure au PCVM, en revanche, elle impose une exécution à cours inconnu et des frais de gestion élevés. L'exécution à cours inconnu, aujourd'hui, c'était vrai hier, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la situation des marchés actuels, c'est quelque chose qui me paraît juste aberrant. On a une volatilité, alors c'est pas réellement une volatilité, disons c'est un écart entre les plus hauts et les plus bas d'une journée depuis la crise du Covid qui est de 3%. Il est juste impensable de jouer 3% de performance à pile ou face. C'est pas que vous allez payer 3% plus cher, c'est juste que vous avez une incertitude de 3%. Et je pense que, alors j'ai pas de stats, mais je pense qu'on peut raisonnablement avancer l'argument selon lequel, dans un marché haussier, quand vous êtes acheteur, c'est que vous pensez que le marché va monter. Et si vous ne vous trompez pas, la plupart du temps, les clôtures sont souvent dans les plus hauts de la journée, dans un flux de marché haussier. Donc vous avez une probabilité d'acheter dans les plus hauts du jour assez élevée. Sauf si vous êtes un gérant contrariant, mais c'est tout à fait une grande minorité, où vous achetez dans les journées de baisse, où souvent la clôture est plutôt vers les plus bas. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment réfléchir avec un coup d'avance et de se dire j'achète dans un marché, dans une journée baissière, en espérant que le lendemain ou que rapidement le marché va se retourner. Et donc l'ETF prend des OPCVM la diversification, la ségrégation, puisque tout est déposé auprès d'une banque dépositaire, donc mutualisation des risques, j'aurais pu le mettre avec diversification, mais en plus, on a une transparence des positions, on connaît à tout moment la composition de l'ETF et la composition de l'indice qui est traqué, qui peut être deux choses différentes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans le cas de la gestion synthétique, la composition de l'ETF n'est pas celle de l'indice traqué. Mais ce qui est formidable, c'est l'exécution à cours connu et évidemment les frais de gestion extrêmement faibles. Alors comment ça se passe la transaction sur un OPCVM? Vous avez des investisseurs qui flèchent leurs transactions, les rachats ou les souscriptions, vers une banque dépositaire ou plusieurs banques dépositaires. Les banques dépositaires communiquent entre elles, entre la banque dépositaire de l'investisseur et la banque dépositaire de la société de gestion, là où est déposé le fonds. Et la société de gestion voit les capitaux arriver et procède à des achats ou à des ventes sur le marché. Tout ça, ce n'est que du marché primaire. Et donc, l'investisseur ne connaît son cours d'exécution que le lendemain, voire le surlendemain, s'il a passé son ordre après le cut-off, l'heure à laquelle les exécutions se passent à J. Je parle évidemment que des fonds à valeur liquidative quotidienne. On ne parle pas du cas encore pire de valo hebdomadaire ou mensuel. Sur un ETF, c'est un peu différent parce qu'il y a cette partie marché primaire, mais il y a cette partie marché secondaire où en fait les investisseurs passent des ordres sur le marché. Ils peuvent très bien se passer des ordres entre eux, c'est-à-dire sans intervention d'un participant autorisé, c'est-à-dire ce participant autorisé est vraiment une des clés de voûte de l'ETF puisque ce sont eux qui fournissent la liquidité et qui permettent à l'ETF d'avoir toujours une cotation très proche de l'indice de référence. Et donc, ces participants autorisés connaissent la composition à tout moment
de l'ETF, et donc sont en mesure de valoriser, de proposer des prix qui sont très proches, extrêmement resserrés. Là, on parle de l'épaisseur d'un cheveu, autour de l'indice. Maintenant, on peut tout à fait imaginer que la société de gestion ne cherche pas à reproduire un indice. Ici, phase de la gestion active, communique. Alors, ça, c'est vraiment l'avenir qui nous le dira, parce que ce sont c'est un schéma qui n'existe pour ainsi dire pas, qui vient d'être lancé aux États-Unis. Il y a 2 ETF de gestion active qui ont été lancés. La SEC vient de donner son accord. Est-ce qu'elle communique tout ou partie de l'information sur son portefeuille aux participants autorisés? Question. On ne sait pas. Mais les participants autorisés doivent être en mesure de proposer des prix sur cet ETF de gestion active. Donc le message fort que je veux faire passer, c'est que c'est un ETF qui a été conçu comme un outil de gestion passive peut aller bien au-delà de ça et être un outil dans lequel il y a de la gestion active. Alors d'ores et déjà, aujourd'hui, on pourrait tout à fait arguer du fait que c'est déjà un outil de gestion active, puisque on fait du smart beta avec. Smart beta, c'est de dire, on prend un indice, on lui tord le cou, on en fait ressortir un facteur de risque comme la value, où on applique en fait une règle de gestion systématique. Le smart beta, c'est un peu l'automatisation de ce que fait un gérant actif de manière discrétionnaire. On l'automatise. Sauf que cette automatisation est systématique, qu'on sait à tout moment, là encore, on a une totale transparence sur la composition de l'indice smart beta, mais c'est un début de gestion active, parce que ça a aussi vocation à vendre un espoir de surperformance par rapport à l'indice de départ, je dirais. Et donc l'étape suivante, c'est de dire, finalement, je ne suis plus transparent sur ma gestion, je n'informe pas mes clients à tout moment de la composition de mon ETF, et j'en fais une gestion active. Alors, ça a de nombreux atouts. L'atout essentiel pour les investisseurs, c'est l'exécution à court connu. Je le disais, c'est vraiment, ça me paraît archaïque d'exécuter des ordres à court inconnu. Des frais sans doute plus bas, c'est en tout cas le cas des 2 ETF dont je parlais aux États-Unis. Ils ont des frais de gestion entre 0,40 et 0,45%. Donc on est vraiment à mi-chemin entre un ETF classique, un indice passif qui en général se situe autour de 0,10, 0,15, et une gestion active enveloppée dans de l'OPCVM ou du mutual fund plutôt autour de 1%. Des coûts de trading plus bas, parce que la fin des droits d'entrée. Pour un investisseur aujourd'hui, il est dépendant du bon vouloir du distributeur du fonds qui peut appliquer les droits d'entrée. S'il les achète en bourse, alors il n'y a plus de droits d'entrée. Pour les asset managers, on lit ici et là, je citais T. Rowe Price tout à l'heure, un certain nombre d'asset managers voient le développement des ETF de gestion active, des ETF non transparents, comme une aubaine et comme vraiment l'avenir de leur gestion. Et je suis convaincu, et j'espère aujourd'hui pouvoir l'exprimer de manière claire, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans le détail quand je suis passé sur BFM la semaine dernière pour expliquer ça, que c'est une chance pour la gestion active. Envelopper une gestion qui se veut moderne, qui se veut extrêmement pointue, qui se veut avec des compétences vraiment de haut niveau au sein d'une enveloppe OPCVM qui est archaïque, c'est vraiment pas lui rendre service. Donc j'espère que la gestion active s'emparera de ce sujet, et qu'on verra, alors sans doute pas en 2020, mais au cours de la décennie, disons, le développement d'ETF de gestion active en Europe. On jettera déjà un œil aux États-Unis sur ce qui se commence aujourd'hui. Et donc, ça permettra sans doute d'attirer une nouvelle clientèle
pourvu que les freins soient levés, et les freins, il en existe quand même un certain nombre, parce que ça remet en cause le métier de certains acteurs, celui d'assureur qui a l'habitude d'acheter des fonds à la valeur liquidative, ceux qui passent des ordres sur les OPCVM. Il faut aussi qu'il y ait de la part des utilisateurs d'ETF aujourd'hui une ouverture d'esprit parce qu'il faudra accepter des frais de gestion plus élevés. C'est normal de payer une gestion active plus chère qu'une gestion passive. Que ces utilisateurs aujourd'hui d'ETF acceptent une certaine opacité et que finalement, on ne clive pas les utilisateurs d'ETF entre les utilisateurs passifs et les utilisateurs actifs. Il faudra veiller, et ça sera vraiment un point qui sera essentiel, sachant qu'il y a cette opacité, est-ce que les market makers vont être capables de proposer des prix qui soient, suffisamment serrés, en tout cas qui soient le reflet de la liquidité de l'ETF lui-même et des actifs qui composent cet ETF, et des prix qui soient je dis liquide, donc resserré, mais qui soit aussi le reflet de la valeur du fonds. Il n'est pas question dans ce genre de schéma de travailler comme avec des fonds fermés, dont certains sont cotés de manière un peu anecdotique en bourse, de traiter avec une cote, avec une surcote ou une décote importante par rapport à la valeur intrinsèque du fonds. Donc ça sera vraiment le point qui me paraît d'achoppement important pour la réussite de ce développement. Voilà, j'ai été très vite, voilà, j'ai parlé 15 minutes, je veux juste conclure. Pour moi, effectivement, la structure au PCVM doit petit à petit perdre de son lustre et pourquoi pas aller jusqu'à disparaître, mais c'est un processus qui va être extrêmement lent, que ce processus est une réelle chance pour la gestion active de regagner un peu ses lettres de noblesse, sans doute une phase de développement pour les ETF. Et je voudrais finir sur une question qui me paraît aussi assez centrale, qui est que aujourd'hui, avec un OPCVM, on achète deux choses. On achète un accès à un marché ou plusieurs marchés pour des fonds diversifiés, et on achète une stratégie de gestion. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a dit, en tant qu'utilisateur intensif des ETF de gestion passive, c'est qu'il faut couper ce cordon ombilical et qu'il faut refaire remonter la stratégie d'investissement au-dessus du produit qui donne l'accès au marché. Et ça permet d'adapter la stratégie aux clients, ça permet de faire des économies. Enfin, il y a beaucoup d'avantages. Et que finalement, si on continue d'acheter des ETF, si on achète des ETF, mais qu'on continue d'y intégrer une stratégie de gestion, est-ce que ça a toujours du sens? Donc c'est pour ça que cette évolution-là, on la suit avec beaucoup d'intérêt. Et sauf à trouver effectivement des gérants tout à fait hors pair et qui mettent en œuvre des gestions qu'on ne peut pas répliquer avec une utilisation d'ETF de gestion passive. Pour l'instant, on continuera effectivement de gérer avec nos outils très basiques. Voilà, j'ai été volontairement rapide. Je vous laisse poser des questions s'il y en a. C'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui est très peu débattu, mais qui sans doute fera la une des journaux dans les années à venir si effectivement cette enveloppe OPCVM tente à décliner. Je vois que Vincent écrit, donc on va attendre sa question. Alors,
Le prix de l'ETF actif, est-ce que ce sont... Alors, si ce sont ces frais de gestion, c'est la société de gestion. Si c'est le prix en bourse, à mon sens, ce sont les market makers. La difficulté est, quelles sont les informations que la société de gestion donne aux market makers pour pouvoir faire un prix assez fiable? Alors aujourd'hui, les market makers, ce sont des prestataires de services d'investissement, un peu à la manière de brokers, qui assurent la liquidité et le prix des ETF sur le marché financier. Et lorsque vous passez en bourse un achat, d'ailleurs, si vous regardez un carnet d'ordre d'un ETF, vous allez voir de manière assez fréquente des quantités 25 titres, 35, 150 titres, et vous voyez que ce sont des particuliers. Et puis, vous voyez à l'achat et à la vente la même quantité importante, 30 000, 100 000 titres. Et ça, c'est effectivement le market maker qui, de toute façon, d'un point de vue vraiment réglementaire, c'est contractualisé, doit être dans le carnet d'ordre pour proposer des prix. Que pensez-vous du fait qu'il existe des milliers d'ETF alors qu'il y a un nombre d'actions cotées beaucoup plus faible? Est-ce un danger pour l'investisseur? Non. Je sais pas, j'emploie une image, je sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est ce que ça m'inspire. Il existe un nombre de fleurs très variées, et puis vous faites beaucoup plus de bouquets qu'il existe de catégories de fleurs. Donc non, je vois pas en quoi ça pourrait être un danger pour l'investisseur. Alors, il y a un frein technique, bien sûr. Est-ce que c'est le principal frein? Je crois pas, parce qu'il y a un véritable intérêt pour le client final. Je crois que les freins, ils sont surtout au niveau des acteurs en place, des assureurs, des banques dépositaires. On voit par exemple, vous prenez n'importe quelle gamme d'assureurs aujourd'hui dans des contrats multi-supports, vous avez 95% de PCVM et 5% d'ETF. C'est pas le reflet aujourd'hui de l'intérêt d'un client, c'est pas le reflet des flux qui se dirigent essentiellement vers de l'ETF, mais on voit, et que finalement bon, nous on a la chance de parler et à des clients finaux, et à des conseillers financiers, et à des assureurs. On voit bien que la révolution, elle vient par le bas, c'est-à-dire que ce sont les clients finaux qui font la demande. Moi, j'ai des conseillers financiers qui, il y a 2 ans, me disaient « Non, moi, je ne veux pas faire de l'ETF parce que… alors, une image qui m'avait un peu choqué à l'époque, on m'avait dit l'ETF, c'est le passager clandestin dans l'avion, il fait le voyage, mais il ne paye pas le voyage. 1 an, 2 ans après, ce sont des gens qui me rappellent en me disant bon, j'ai un client qui a quand même 1 million à placer, qui me demande de l'ETF, comment je fais? Ou alors j'ai eu des cas aussi de conseillers financiers qui me disaient bah, les ETF c'est super, mais je ne sais pas gagner ma vie avec, donc je vais le faire pour moi et puis je verrai après pour mes clients. Donc je crois que les freins, ils sont aussi beaucoup dans les mentalités, dans des cartes qui vont être sans doute rebattues chez les acteurs en présence. Mais en Europe, c'est tellement lent que c'est pour ça que j'ai parlé de la décennie, je me suis donné du temps pour avoir raison. ETF actif synthétique ou actif physique? Difficile à dire. Les deux sont possibles. On est vraiment donc je prends votre question dans le sens où est-ce que ces ETF de gestion active seront-ils répliqués en gestion synthétique ou en gestion physique?
franchement, à ce stade, je ne sais pas répondre. Le sens de l'histoire, d'abord au niveau mondial, il y a c'est 85 à 90% des actifs qui sont en réplication physique. On voit bien la gamme de Lyxor, la gamme de Deutsche Bank a largement basculé du synthétique vers le physique, sous la pression des investisseurs qui préfèrent avoir du physique et savoir exactement qu'il y a une cohérence en fait entre le contenu de l'ETF et l'indice traqué. Quel est l'intérêt des acteurs de ne pas développer des ETF dans les contrats d'assurance vie? Parce que ce sont des acteurs qui vivent sur les rétrocessions. Est-ce que ETF de gestion active est synonyme d'arrêt de rétrocession? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, parce que les frais de gestion, alors il paraît un peu compliqué de mettre un ETF de gestion active au même prix que l'OPCVM. Je pense d'un point de vue marketing, c'est peut-être pas un bon signal à envoyer. Mais est-ce que pour autant les rétrocessions disparaîtront? Je ne sais pas. Pour un assureur, en tout cas aujourd'hui un assureur, je ne connais pas d'assureurs qui sont capables d'exécuter un OPCVM ou un ETF à cours connu. Sauf dans des fonds dédiés. C'est pour ça que c'est une offre que nous mettons en avant, que sont les fonds dédiés dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Le fonds de jeu, c'est la rémunération du conseil. Un CGP doit gagner sa vie avec un ETF. Bien sûr. Alors, ce qu'on explique aux conseillers financiers, c'est que sa rémunération, le total de sa rémunération ne va pas beaucoup changer. On va juste, comme on sort la stratégie d'investissement du véhicule d'investissement, et que donc, à partir de là, on fait économiser à peu près 1,80 à 2% par an, bah, ce gain de rémunération, bon, faut qu'elle serve à rémunérer l'allocataire, donc nous en l'occurrence, à rémunérer le conseiller qui perd sa rétrocession, et à faire faire une économie à l'investisseur. Et en général, cette économie, donc, qui se situe entre 1,80 et 2, dans les partenariats que nous mettons en place, on est à peu près sur 3 tiers, un tiers d'économie pour le client, un tiers de rétrocession pour le conseiller financier, donc il retrouve à peu près peu ou prou la rétrocession qu'il avait, la rémunération qu'il avait avec les rétrocessions, et notre part. Alors, l'avantage des ETF et qui sous-performent toujours la gestion des gérants PCVM, c'est le sens de l'histoire. Je signerai pas dès demain ce que vous écrivez. Alors, c'est pas un débat que je voudrais ouvrir ici et maintenant parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire, mais c'est un débat que je ne veux pas trancher. Je pense qu'avec l'ETF, c'est le couteau suisse. C'est-à-dire, vous pouvez en faire une gestion passive, vous pouvez en faire une gestion active, et donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on peut même plugger à l'intérieur de la gestion active. Donc, demain, quelles que soient vos attentes, votre façon d'appréhender les marchés, si vous vous dites que effectivement, en achetant un MSCI World, vous ferez mieux que tous les fonds diversifiés de la place, ou qu'il est trop difficile de trouver le bon fonds diversifié qui va faire mieux, très bien, je peux être d'accord avec vous, il y a aucun problème. Maintenant, le but d'un client particulier n'est peut-être pas de battre le MSCI World. Peut-être qu'il a d'autres attentes que ça. Mais je reprendrai ce débat vraiment avec grand plaisir. Hein, vous pouvez me contacter. OK. Allez, j'attends quelques secondes s'il y a encore une question. Est-ce que tous les ETF ont bien réagi pendant la première quinzaine de mars? Je parle de liquidité. Il y a eu aux États-Unis un peu de stress sur certains ETF, en particulier les ETF obligataires, où on a vu des décotes ou des primes apparaître
qui ont été assez rapidement corrigés. Il y a deux façons il y a deux conclusions qu'on peut en tirer, ou il y a deux façons de voir les choses. Soit qu'effectivement, l'ETF a failli, et que pendant un temps, même s'il était très limité, de 24 ou 48 heures, on a eu des décalages. Il y a une autre façon de voir les choses, qui est finalement que l'ETF, c'est juste le reflet de la liquidité sous-jacente, et que cette liquidité n'était plus aussi importante que la veille ou que les jours avant, et ça justifie également sans doute l'intervention de la Fed, qui a injecté dès le lendemain beaucoup de liquidités, non pas pour rétablir la validité des ETF, mais parce qu'il y avait un assèchement de la liquidité qui s'est reflété dans l'ETF. En quelques mots, l'évolution des marchés financiers d'ici 2020. Nabil, vous êtes dur avec moi, hein, ou alors vous n'avez vraiment pas faim. L'évolution, je ne suis pas pessimiste sur le reste de l'année. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ce grand écart entre la valorisation des marchés et la situation économique doit absolument se résoudre par une chute des marchés. J'en reviens un peu aux bases qu'on apprend à l'école, qui est de dire que les marchés devancent l'économie de 6 mois. Alors si c'est ça, il faut perdre ce réflexe de regarder l'économie aujourd'hui pour penser ce que le marché sera demain, puisque ça fonctionne exactement à l'inverse. Donc, non, ultra sélectif, mais pas forcément négatif dans l'ensemble. Si, voilà, je ne sais pas si ces quelques mots vous éclairent, mais là encore, on peut en parler. Passez-moi un coup de fil, on pourra un peu élaborer ce sujet-là. Écoutez, je vous remercie pour votre temps. Je pense qu'on va réussir à s'organiser pour faire un dernier webinaire avant l'été, sans doute. Alors, soit au sujet des résultats de nos allocations sur le premier semestre, soit sur les perspectives de marché, soit éventuellement les deux, pourquoi pas. Soyons fous. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end. À très bientôt. Bye bye. Merci Nabil. Merci beaucoup. Merci Vincent. À bientôt.